Bon mardi 7 avril, tout le monde. Bon retour au travail. J'espère que ça s'est déroulé en douceur. C'est pas évident de reprendre le boulot après 3 jours de congé. Mais la bonne nouvelle, c'est que souvent, je ne sais pas si c'est organisé ou si c'est pas un hasard, mais on dirait que quand les gens reviennent de congé, on dirait que tout le monde est encore un peu endormi, si bien que ça se fait doucement. C'est pas un vrai jour de retour. Demain, par contre, la vie nous rattrape. J'étais pas dans votre journée. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je serai un tout petit peu dans votre soirée qui débute en force avec Denis Trudel dans quelques instants. On va parler d'aide médicale à mourir, mais différemment. Ce soir, je trouve qu'on en entend un peu toujours parler de la même manière. Alors, on va brasser la limonade un peu. Qui sait, peut-être que ça va goûter quelque chose de différent. Georges Mercier vient nous rejoindre un peu plus tard parce que Donald Trump menace d'anéantir la civilisation iranienne. Eh bien oui, 2500 ans d'histoire qui s'envoleraient comme ça en fumée. Il est modeste, ce Donald Trump. Mais avant, on retrouve le ministre de la Justice et responsable des relations canadiennes, Simon Jolin Barrette, parce que il m'en a passé une petite vite il y a quelques jours. Je lui demandais pourquoi il n'appuyait personne et il ne pouvait pas, me disait-il, à titre de leader du gouvernement. Bonsoir, Monsieur Jolin Barrette. Bonsoir, Monsieur Villemur. Vous m'avez eu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai démissionné de mon poste de leader du gouvernement pour appuyer Bernard Drinville, qui est le meilleur candidat, selon moi, dans la course à la chefferie. Et je suis sorti de ma réserve parce que il m'apparaissait, après avoir écouté les débats, après avoir été attentif à l'ensemble de la campagne à la chefferie, d'avoir entendu les propositions de Bernard Drinville et d'avoir vu, dans le fond, le déroulement de la campagne, que c'était la personne la plus apte à occuper le poste de premier ministre. Alors, par conviction, pour des questions également de valeurs communes, d'après moi, M. Drainville devrait devenir le prochain premier ministre parce qu'il est à l'écoute des Québécois. Il y a un amour des Québécois également. Et je suis convaincu qu'il va réussir à perpétuer l'ADN de la CAQ dans le cadre de son prochain gouvernement. Donc, c'était pas. Parce que moi, je lui ai parlé à Bernard Dréville un peu plus tôt cet après-midi, puis il m'a dit que c'est un hasard là, que Jonathan Julien, Sonia Bélanger et Jolin Barrette se soient décidés. Ça faisait pas partie d'une stratégie qui avait déterminé qu'à une semaine comme ça du vote final, on révèle comme ça au grand jour que vous étiez derrière lui. Non, pas du tout. Puis je pense qu'on a eu l'occasion de l'exprimer tous et chacun. Dans le fond, après le départ de M. Legault, je pense que mes collègues se sont questionnés également sur leur neutralité et ont décidé de plonger dans la course pour appuyer Bernard Drinville, tout comme moi. Et vous savez, Bernard Drinville propose des éléments concrets pour les Québécois, notamment la fécondation in vitro. Il fait une proposition en ce sens-là dans le cadre de la course à la chefferie pour faire en sorte d'aider davantage les familles qui sont pas capables d'avoir des enfants parce que ça coûte des dizaines de milliers de dollars parfois. Alors, il propose d'élargir le nombre de cycles de fécondation in vitro. Même chose aussi sur une proposition qu'il a faite qui m'a particulièrement touché relativement à la violence sexuelle et à la violence physique, à la violence conjugale. Il propose d'adopter une loi de Clare, comme en Angleterre, comme dans les autres provinces canadiennes, un peu pour une loi Gabi-Renault ici, Oui. pour faire en sorte que les femmes, lorsqu'elles fréquentent un homme ou un nouveau conjoint, pourraient avoir accès à leurs antécédents judiciaires beaucoup plus facilement. Ça, je pense que ça va dans le travail qu'on fait en lien avec les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle, violence conjugale et en matière également d'IVAC. Alors, ça rejoint ce pourquoi je me suis battu, pourquoi je me suis engagé en politique. Puis je pense qu'on doit continuer en ce sens-là. Puis M. Drainville est la personne qui est à même de prendre des décisions, d'exercer un leadership qui est rassembleur et surtout, il a démontré qu'il est capable de prendre la chaleur, de prendre des décisions difficiles. Il le fait à de nombreuses reprises comme ministre de Ouais. l'Éducation, comme ministre également de l'Environnement, puis dans ses vies antérieures également, à l'époque où il était au Parti québécois, il l'a fait aussi. Alors, j'ai pleinement confiance en lui. Alors, j'invite tous les membres de la CAQ ainsi que les indécis à l'appuyer comme je vais le faire. Là, n'y voyez aucune mesquinerie, là, je vous en prie, mais vous avez perdu une élection contre Bernard Drinville en 2012. Est-ce que ça a pris un long moment avant que vous vous reparliez ou vous avez jamais été des ennemis? Ah non, j'ai jamais été un ennemi avec Bernard. C'est tout le temps quelqu'un que j'ai apprécié. En fait, en 2012, quand je l'ai affronté dans Mère-Victorin, j'ai appris à le connaître. Je connaissais le personnage public, mais je l'ai toujours trouvé très sympathique. Puis, j'ai même eu l'occasion de lui dire, lorsqu'il est arrivé à la CAQ en 2022, mais dans le fond, Bernard, c'est moi qui avais raison. Puis, voyez-vous, aujourd'hui, ça risque de devenir mon prochain chef, puis je l'appuie aussi. Euh, Fait que c'est quelqu'un que j'ai vu travailler, que ouais. j'ai appris à côtoyer dans ses dossiers,
Il travaille fort, il pense tout le temps aux gens, comment est-ce qu'il peut améliorer leur situation. Puis, dans sa vie, Bernard ne fait que du service public pratiquement, que ce soit comme journaliste à Radio-Canada pour informer les gens, en politique, par la suite à la radio aussi. Il a toujours eu ce désir-là de servir et il veut continuer de le faire comme premier ministre. Alors, j'ai pleinement confiance en lui que c'est l'homme de la situation. Vous êtes de l'aile nationaliste de la CAQ. Après, j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un peu trop simple de définir ce que c'est que la CAQ en la divisant entre une aile nationaliste puis une aile plus affairiste, économiste. On voit par exemple que Christine Fréchette bénéficie du soutien d'un Jean-François Roberge, qu'on ne pourrait pas, disons, dire, il ne fait pas partie de l'aile nationaliste. Elle bénéficie du soutien d'un Mathieu Lacombe également. Est-ce que la CAQ a changé ou la CAQ a toujours été de même? Qu'est-ce que vous voulez dire? La CAQ a toujours été de même. Ben, On c'est-à-dire travaille qu'on tous pouvait. dans. En fait, ce que je veux dire, M. Jeanin Barrette, c'est est-ce que la CAQ, ça n'a jamais été aussi simple que ça, finalement? Parce qu'on aurait pu penser que Mathieu Lacombe et Jean-François Roberge auraient appuyé Bernard Drinville parce qu'il y a une telle chose qu'une aile nationaliste à la CAQ puis une aile dite rouge. Mais là, on voit que c'est pas aussi simple que ça. Donc, est-ce que la CAQ a changé ou alors ça a toujours été un petit peu disparate comme ça? Mais je pense que ça a toujours été un peu disparate. Les gens sont là pour faire en sorte d'amener une troisième voie, autant sur le plan économique que sur le plan du nationalisme. Puis je pense qu'on est sorti du clivage entre les oui et les non avec la CAQ. Ça nous a permis de faire des grandes avancées, notamment le fait d'inscrire que les Québécois et Québécoises forment une nation dans la Constitution canadienne, le fait de mieux protéger la langue française avec la loi 96, le fait d'adopter la loi sur la laïcité, toutes des mesures qui sont défendus par Bernard Drinville. Pour ce qui est de l'aspect économique aussi, je pense que notre bilan fait état. On a rattrapé, on a eu des meilleurs résultats que l'Ontario, que dans le reste du Canada. On a réduit l'écart de richesse avec les autres provinces. Ça, je pense, c'est un grand leg de M. Legault. Alors, vous savez, c'est la force de la coalition. On accueille des gens des différents horizons pour travailler ensemble, pour améliorer les choses. Puis c'est ce qui a porté au niveau de la CAQ, plutôt que se diviser toujours sur les oui contre les non. Si vous êtes fédéraliste, vous votez pour le Parti libéral. Si vous êtes souverainiste, contre le PQ. On n'avance pas très bien comme ça, alors que nous, on est en mesure de travailler autant sur le côté économique que sur le nationalisme, la défense de l'identité, l'intégration. Ça, je pense que c'est important, M. Roberge, lorsqu'il a fait adopter la loi sur l'intégration nationale. Je pense que c'est une avancée significative pour dire, nous, on rejette le multiculturalisme canadien, on rejette les ghettos, et on va devoir continuer dans cette voie-là, et c'est ce que M. Drainville propose. Vous faites, bon, pas une tournée médiatique, mais que lorsque vous accordez des entrevues, M. Jeanin Barrette, c'est essentiellement pour parler de la Constitution. On en a déjà discuté, vous et moi. Je ne vois pas vraiment la nécessité aujourd'hui qu'on aborde à nouveau le sujet. Il n'y a pas vraiment de nouveau là-dedans. Mais je me dis, puisque vous avez confirmé que vous allez vous représenter, y compris si Bernard Drinville ne gagne pas, enfin, allez-vous le faire? Vous m'aviez dit que vous vous représentiez, mais est-ce que vous vous représentez si Christine Fréchette l'emporte? Oui. Donc, si elle se représente et que la CAQ remporte l'élection en 2026, dites-moi si vous pouvez répondre à cette question-là. Y a-t-il d'autres projets nationalistes que la CAQ pourrait mettre de l'avant? On le sait, vous n'êtes pas souverainiste à la CAQ. Vous êtes nationaliste. Est-ce qu'on pourrait commencer à parler d'une citoyenneté québécoise, d'une équipe québécoise de hockey, d'un drapeau québécois dans toutes les classes? Il me semble que ça ressemble à Simon Jeanin Barrette, ces idées-là. Ben écoutez, les idées nationalistes, moi, je les accueille avec enthousiasme. Moi, je pense surtout que on doit être fier d'être Québécois, puis on doit plus s'excuser d'exister. Honnêtement, c'est principalement mon message. Je pense que durant trop longtemps, on a peut-être été gêné au Québec de prendre notre place. Gêné autant sur le plan économique, de lancer des entreprises, de créer des emplois, d'investir dans le marché. Même chose au niveau linguistique. On ne doit pas s'excuser de parler français. On ne doit pas s'excuser de travailler en français puis de faire valoir notre langue. Même chose sur nos valeurs. On a le droit de déterminer nos seuils d'immigration, de quelle façon est-ce qu'on accueille les personnes immigrantes. Alors, sur ces différents volets-là, il y aura toujours du travail à faire, notamment à cause de notre situation géographique, notamment dans le milieu des affaires aussi. Alors, vous savez, le fait d'être dans un environnement nord-américain, c'est une richesse. Le fait de parler plusieurs langues, c'est une richesse. Mais le fait de défendre qui nous sommes, ça sera toujours un devoir de l'État québécois, du gouvernement du Québec. Nous, on propose de le faire, ce que d'autres formations politiques ne proposent pas de faire. On a le Parti québécois qui propose simplement d'attendre le grand soir. On a le Parti libéral qui est la succursale d'Ottawa.
nous, on est les seuls véritablement qui pouvons défendre l'identité québécoise. Et surtout, avec M. Drainville, je pense qu'il a démontré qu'il est capable de se tenir debout. C'est pour ça que je l'appuie. J'ai bien compris. Là, vous n'allez pas révéler au grand jour les idées que vous avez, mais est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce qu'il y a autre chose sur la table, dans la petite pile là, à côté là, de Constitution, là, qui vous a attiré quand même pas mal d'ennuis? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, des beaux projets qui s'en viennent? Ben effectivement, je le dirai pas, mais soyez pas inquiets, on a toujours de bonnes idées. Et c'est une construction, hein. On a fait la loi 21, on a fait la loi 96, on a déposé la Constitution aussi. Donc, c'est des gestes pour renforcer l'autonomie du Québec au sein du Canada. Puis je pense qu'on doit toujours être vigilant, toujours continuer de travailler et s'assurer que on puisse demeurer le Québec. Monsieur Jean Barrette, la semaine dernière, vous avez prononcé un discours, c'était jeudi, lors de la dernière journée, en gros, de François Legault à l'Assemblée nationale. Vous étiez très ému. Et il y a des gens autour de moi qui m'ont dit c'est drôle, je suis surpris. Ben voyons donc, vous avez un surnom attachant, je vous le dis, le attachant. On dit que vous êtes un peu un robot, des fois. C'est-à-dire que vous êtes très technique, puis je n'y voyais pas de mesquinerie là-dedans. Et là, on voyait finalement le robot pleurer peut-être des larmes de cuivre. Et là, on se disait, mais il a soudainement un cœur, cet homme-là. Et moi, ça ne m'a pas surpris. J'ai été faire un tour quand même sur votre page Wikipédia. Vous aviez 30 ans à peu près quand vous êtes lancé en politique avec François Legault. Est-ce que c'était pas un peu une figure paternelle? Ah, bien sûr, bien sûr. Et même plus jeune que ça, lorsque j'ai commencé à m'impliquer avec M. Legault en 2011, j'avais tout juste 24 ans. La première élection à 25 ans, élu à 27 ans. Mais oui, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Il m'a fait confiance alors que j'étais jeune, mon nommé au Conseil des ministres à 31 ans. Et pour moi, M. Legault, ça me fait énormément de peine de lui dire au revoir parce que il a ardemment travaillé pour les Québécois. Il représente un modèle de service public, d'altruisme également au cours de ses 30 années de service public. Alors, ça me chagrinait beaucoup qu'il quitte. Et vous savez, lorsque c'est jamais facile de rendre hommage à quelqu'un, j'ai essayé de le faire du mieux possible. Bien entendu, les émotions se sont entremêlées dans le discours, mais je croyais important de pouvoir lui rendre hommage, même si j'ai été émotif parce que, comme on dit, ça venait de mon fond. Comment aviez-vous mérité sa confiance à l'époque? C'était très, très jeune là, pour hériter de responsabilités pareilles. Ben, je pense que M. Legault respecte les gens qui travaillent fort et qui démontrent de l'ardeur au travail et qui voient qu'il peut compter sur eux, sur leur loyauté et surtout qu'il livre la marchandise. François Legault, c'est un homme de résultats. Donc, il apprécie lorsqu'on est en mesure, lorsqu'on se voit confier une mission, de remplir les objectifs, principalement. Je ne sais pas si vous êtes féru d'histoire comme moi, mais j'ai reçu Éric Bédard l'autre jour, c'était jeudi, pour lui demander à qui déjà on pouvait peut-être le comparer. Je lui ai lancé le nom d'Honoré Mercier, celui de Maurice Duplessis, Daniel Johnson père, Robert Bourassa, Lucien Bouchard. Vous, si vous aviez à en choisir un dans cette liste-là, vous pouvez peut-être même en ajouter un. Ce serait lequel? Mais vous savez, c'est très difficile de comparer ces hommes politiques-là. Je pense que le destin de François Legault va avoir été unique en soi. Il aura fondé une troisième voie ou recréé une troisième voie qui avait été absente depuis un certain temps au Québec. Alors, en ce sens-là, vous savez, René Lévesque, c'est ce qu'il a fait avec le Parti québécois, de créer une nouvelle formation politique. Dans une autre mesure, Maurice Duplessis l'a fait aussi avec l'Union nationale, quoique c'était le Parti conservateur puis l'Action libérale nationale. Mais c'est toujours difficile de comparer des politiciens à travers différentes époques. Mais une chose que je retiens de François Legault, c'est qu'il a été une figure rassurante durant des moments difficiles pour le Québec, notamment durant la pandémie. Il nous a également redonné de la fierté. Fierté au niveau de nos valeurs, notre identité, notre langue, au niveau de la façon de vivre au Québec. On a le droit d'avoir une laïcité de l'État, d'avoir des rapports différents entre la religion et l'État, puis on n'a pas à être gêné de ça. Mais surtout une fierté économique aussi, de dire, ben on est autant, sinon plus capable que le reste du Canada, puis je pense que ça a été démontré dans les chiffres. Dernière question, après je vous laisse aller travailler. Trouvez-vous que les Québécois sont d'une certaine façon ingrats
Je regarde autour de moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'en sont plus capables de François Legault. Et pourtant, quand je fais la liste des derniers premiers ministres, j'ai un peu l'impression que c'est celui dont les Québécois vont s'ennuyer le plus vite. Hein, je ne suis pas sûr que Philippe Couillard se fait encore arrêter dans la rue pour se faire des high-fives. Même chose pour Jean Charest. J'ai l'impression que François Legault, dans 2 ans à peine, peut-être, on va s'ennuyer de lui. Et pourtant, très, très durement jugé en ce moment. Mais vous savez, la politique, c'est un métier qui est difficile. À partir du moment où vous êtes élu, normalement, votre cote de popularité, à chaque décision que vous prenez, elle crée de l'insatisfaction parce que vous prenez des décisions dans l'intérêt public, sauf que la décision que vous prenez parfois crée des insatisfactions. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est le bien commun qui est important. Alors, comme tous les premiers ministres, tous les politiciens qui sont en exercice, à un moment donné, cette relation de amour-haine-là vient à un bout et le premier ministre quitte à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que les Québécois n'ont pas d'affection pour lui. C'est des cycles politiques. M. Legault a choisi de quitter pour faire en sorte de laisser vivre la formation politique, la CAQ. Et je suis convaincu que Bernard Drinville va être capable, d'honorer son héritage, mais aussi apporter les changements nécessaires pour être au diapason avec les Québécois. Alors, j'ai confiance en Bernard Drinville comme j'avais confiance en François Legault. Simon-Jean Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Un grand plaisir. Merci à vous. Bye bye. Au revoir.